Tu m'entends? Oui, et toi, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Alors, c'est parti, Je fais les présentations. avec plaisir. D'accord, bonjour. Donc, Nicolas Bonal. Aujourd'hui, j'ai décidé d'interviewer Piero San Giorgio. Il y a une vingtaine d'années, mon ami Serge de Beketch avait une émission sur Radio Courtoisie. Et puis, il avait un invité qui avait pris une partie de son émission qui s'appelait Claude Reichmann. Puis un jour, Claude Reichmann a invité Serge de Beketch à sa propre émission et j'ai trouvé ça passionnant. Donc, il parlait d'ailleurs de mon livre Internet et la nouvelle voie initiatique. Et alors, je me suis dit, tiens, je vais interroger Piero San Giorgio aujourd'hui parce que ça m'intéresserait simplement de lui poser des questions sur son livre et non pas d'être interrogé simplement par lui. D'autant que son livre donc est éminemment prophétique. Survivre, je l'ai relu hier soir. Je l'ai relu 2 fois cette semaine d'ailleurs, c'est assez amusant, mais j'aime bien relire plusieurs fois les livres. C'est comme ça que j'ai une bonne approche des choses, qu'on me reconnaît. Et donc, le livre de Pierre parle de la crise qui va avoir lieu entre 2012 et 2020. Donc, elle a démarré en 2020 avec le Covid. Elle n'a fait que s'aggraver depuis, avec des hauts et des bas. Et puis, elle change de forme, elle est protéiforme, elle est vicieuse. Et là, on a la guerre. J'ai publié un petit post sur YouTube avec mon éditeur Gilbert Daouet qui s'appelle Guerre et Grand Recette. Je crois que tous les gens se rendent compte que les sanctions servent à accélérer le grand recette, qu'elles n'ont que ce seul but, absolument pas de faire reculer la Russie. On ne va pas parler de la guerre, hein, ce n'est pas le sujet du jour. Et je veux dire que donc ce grand recette avance par la guerre alors qu'il y avait un échec et un reflux du thème du vaccin et du virus, mais qui n'était que momentané, comme on le sait, puisque en fait il y a une belle saison, une mauvaise saison. On est comme dans les mythes cosmogonique avec l'enlèvement de Perséphone. À la fin de l'hiver, Pluton rend la belle qui amène la moisson et la prospérité sur la Terre. Là, comme on sait aussi, on va en parler avec Pierrot, il y a le thème du grand effondrement économique et financier occidental qui a aussi un aspect intéressant. C'est pour ça que je voulais faire l'émission avec toi aujourd'hui. C'est que ce grand effondrement est provoqué. On a des élites ce que certains vont décréter sataniques ou éminemment malthusiennes, pour rester poli, qui ont décidé de casser l'appareil industriel global. Je crois que c'est reconnu par Tucker Carlson sur Fox News, c'est reconnu par un certain nombre d'élus républicains aux États-Unis. Et on a aussi ce thème qui est apparu chez ton ami Kunstler, avec qui tu avais fait des émissions. Oui. Kunstler a fait une excellente émission hier. Il parle d'ailleurs d'une dimension Goldfinger chez Klaus Schwab. Et il dit qu'il y a une volonté donc, de détruire l'économie mondiale. Donc le thème que je voudrais commencer avec toi ce soir, mon cher Pierrot, c'est comment présenter le thème de l'effondrement organisé. On a parlé souvent de destruction contrôlée, surtout à partir du 11 septembre, mais dans ton cas, l'effondrement peut-il être contrôlé, peut-il être conçu? Alors, merci de m'interviewer, de m'inviter. Lorsque j'ai commencé à travailler sur ce thème du fait de mes voyages à travers le monde et de la prise de conscience finalement, de la convergence de problématiques lourdes que sont la surpopulation dans le monde, l'utilisation croissante et exponentielle des ressources pour permettre l'augmentation du niveau de vie de ce qui était à ma naissance 4 milliards et aujourd'hui, 50 ans plus tard, 8 milliards d'habitants de la planète qui qui tous n'ont pas le rêve de vivre comme le paysan du Mali, mais plutôt comme l'obèse californien. Donc forcément, On y soit qui mal y pense. exactement. Donc la consommation augmente dans une économie qui, de plus en plus, et certainement depuis les années 70, avec une accélération de plus en plus forte, est une économie qui ne crée pas de la réelle ou très peu de réelle croissance, mais simplement de la surconsommation par la création monétaire et finalement une injection d'argent dans l'économie progressive qui crée des dettes colossales impossibles à rembourser. Et c'est finalement ce château de cartes, cette cavalerie, Ponzi scheme en anglais, qui avance, n'aurait pas de fin s'il n'y avait pas les limites physiques qui sont bien réelles. Et donc,
tôt ou tard, nous allons avoir une contraction. Cette contraction, elle devait arriver depuis... elle a déjà commencé en fait dans les années 70, puis artificiellement, elle a été repoussée. Et chaque 10 ans, nous avons une sorte de crise, mais à chaque fois, les élites dirigeantes refusent de perdre, refusent de se remettre en question. Et au contraire, les crises, en réalité, sont repoussées et pour devenir tellement colossales qu'aujourd'hui, je crois qu'on est arrivé au bout. Et j'avoue que je pensais qu'en 2008, on avait déjà commencé en fait l'effondrement financier. Mais le système financier a été sauvé par une injection de probablement 10 trilliards de dollars sur 10 ans et qui continue de manière exponentielle. On a créé plus de dollars en existence en 2 ans que tous les dollars qui ont jamais été créés dans l'histoire. Et donc, il n'y a pas de création de richesse équivalente. Bien au contraire, en fait, les économies réelles perdent en ce moment, notamment en Occident, de leur vigueur. Et donc, ce qui m'avait amené à écrire, donc le titre, c'est Survivre à l'effondrement économique, c'est que justement cette économie qui nous fait vivre, elle allait ne plus pouvoir tenir le coup face à cette convergence de crise. Et donc, je m'étais évidemment penché sur les solutions que nous pouvons prendre à titre individuel. Mais la question que tu poses, c'est est-il possible que cette crise soit en fait maintenant provoquée? Alors, moi, je n'ai pas l'accès, évidemment, aux décideurs du monde. Je n'y ai plus accès. Lorsque j'étais jeune, j'étais promis à accéder à ces classes sociales-là, mais un peu parce que je suis un peu trop anticonformiste et provocateur, et aussi Sans parce que doute. je me suis rendu compte que l'argent pour l'argent, c'est pas très intéressant dans la vie, et le pouvoir pour le pouvoir non plus. Disons que j'ai pas cette pathopsychologie-là, j'en ai d'autres sans doute, mais pas celle-là. Et bien, j'ai quitté entre 2005, d'autant que j'avais les moyens puisque j'avais vendu ma société, entre 2005 et 2010, j'ai un peu arrêté, j'ai levé le pied et je me suis mis tout seul sur une voie de garage, et sans doute y avait-il un petit peu de principe de Peter là-dedans. J'avais peut-être atteint mon niveau d'incompétence dans la gestion des multinationales. Cela dit, si moi j'ai pu doctement tout seul dans mon coin, en lisant des livres et en constatant, en voyageant les effets de la croissance économique, de la globalisation et de la consommation que cela implique, et que j'en ai déduit qu'à peu près à 10 ans, donc de 2010 à 2020, on allait commencer à avoir des phases extrêmement pénibles de d'effondrement, et donc de contraction. Ça veut dire pour moi de la contraction économique avec une perte de la vie des gens. Ben, c'est ça que j'entends par effondrement. L'effondrement, ce n'est pas une dépression, c'est bien plus grand. C'est l'effondrement de l'Empire romain, c'est l'effondrement de la Yougoslavie, c'est l'effondrement des Mayas, c'est l'effondrement de l'Union soviétique. Il y a des pertes humaines, parfois gigantesques en proportion à la population, parfois plus petites, mais c'est jamais très agréable pour les populations. Et si j'ai réussi à en déduire ceci, et je crois que les faits commencent à me montrer que ma déduction était dans la bonne voie, et bien d'autres aussi, et d'autres lisent aussi des livres comme le mien, comme celui de Jared Diamond, Collapse, et bien d'autres. Et depuis mon livre, d'autres d'ailleurs se sont engouffrés sur ce thème, et tant mieux pour eux, et tant mieux s'il y a des donneurs d'alerte, même à gauche, comme ce qu'on appelle les collapsologues. Eh bien, il se peut très bien que parmi ces élites, et on pense à ces élites qui ont des bunkers depuis 5 ou 6 ans, une dizaine d'années, en Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis, eh bien, ça veut dire que parmi ces élites-là, ça fait quand même un moment qu'ils ont vu venir aussi une catastrophe. Peut-être pas tous, peut-être certains sont dans l'illusion et dans l'idéologie de la croissance infinie, mais certains, ça c'est absolument une évidence et une certitude, ont compris qu'on va dans le mur. Alors après, c'est à quel niveau des élites? Est-ce qu'on parle du niveau totalement supérieur, ou est-ce que aussi les élites inférieures et les porte-paroles que sont les hommes d'État en ont conscience? Alors moi, je ne crois pas que les hommes d'État en ont conscience. Je pense qu'ils sont vaguement dans l'information, mais ils ne sont pas dans l'action. En revanche, au niveau des élites au-dessus des chefs d'État, donc on commence à arriver aux propriétaires de l'Occident, là oui, je pense qu'il y a cette conscience. Et il se peut que beaucoup d'entre eux, d'une part, à titre personnel, avec les deniers publics, aient financé des systèmes de ce qu'on appelle de la continuité du gouvernement. Alors ça, c'est tout à fait prouvé qu'aux États-Unis et aussi dans les plus petits pays comme en France ou en Angleterre, il y a des programmes pour essayer de conserver un gouvernement qui fonctionne en cas
à l'origine, c'était des guerres nucléaires, mais aussi en cas de crise lourde aujourd'hui, les États-Unis particulièrement ont investi des sommes colossales et on parle de montagnes entières excavées, non pas pour le système militaire et gouvernemental, mais aussi pour pouvoir faire survivre à des guerres nucléaires, y compris vraiment globales et importantes, une très très grande partie, non pas de la population, mais justement des élites et des gouvernants et des chefs militaires et quelques gardes prétoriennes. Et là, c'est des sommes colossales qui ont été investies. On pense, alors je n'y ai pas été pour vérifier, mais il y a une très forte suspicion que sous le nouveau aéroport de Denver, il y ait une ville entière souterraine. Et beaucoup d'architectes en ont déduit à la quantité de matériaux excavés que clairement c'était bien plus que ce qui était nécessaire pour l'aéroport, à des facteurs puissance 100. Donc, bon, après, j'y suis pas, donc je ne vais pas être complotiste, j'en sais rien, mais clairement, il y a cette préparation. Alors de là ensuite à dire que puisqu'un effondrement ou certainement une crise extrêmement dure va arriver, pourquoi pas ne pas la précipiter de manière contrôlée. Depuis la crise du Covid, on parlait de démolition contrôlée. J'ai beaucoup aimé ce terme. Je ne me souviens plus qui l'a sorti, mais je crois que c'est Dimitri Orlov. Mais cette démolition contrôlée de l'économie occidentale a démarré. Alors, on ne démolit pas une économie à la même vitesse qu'on démolit une tour. Hein, on est d'accord. On le fait par à-coups successifs, par domestication de la population, par rendre la population probablement numb, je pense le mot en anglais, je ne sais pas comment dire en français, apathique. Et là, je crois que le résultat a été au-delà des espoirs les plus fous, puisqu'on a bien 60% des populations occidentales qui sont complètement... je veux dire, on pourrait leur dire, jette-toi d'une tour dans un fossé, et elles se jetteraient d'une tour dans un fossé, et on leur explique que c'est pour leur bien et si c'est pour la vie d'avant. Hein. Donc, ok, très bien, on a 60% de la population qui est totalement prête à se suicider s'il le faut. Bon, s'ils pouvaient éviter de venir nous emmerder, nous autres, qui faisons partie des 40% restants ou des peut-être 5% qui sont un peu éveillés, ça m'arrangerait. Cela dit, donc, ayant posé cette hypothèse et cette suspicion, oui, il est possible qu'on nous provoque des effondrements et que ces guerres qui ont l'air étranges quand même dans leur manière de faire et qui sont clairement à faire souffrir les populations et pas les élites, dans leurs effets, c'est une évidence. On a rarement vu des guerres où personne ne cible les dirigeants, mais on cible, d'ailleurs même pas les infrastructures, on cible vraiment l'économie. Bon, de là à se dire ensuite que l'objectif à terme, c'est de provoquer des famines, des baisses de la population par ce biais-là. On nous réserve encore, je ne sais pas si tu as remarqué, mais les nouveaux variants du Covid viennent pas mal d'Afrique du Sud. C'est marrant. Je suis certain qu'il doit y avoir un truc là-bas. Peut-être un laboratoire aussi américain en Afrique du Sud. Je ne sais pas. À vérifier. On avait vu déjà, tu sais, j'avais écrit ce livre NRBC qui traitait des problématiques nucléaires, radiologiques, biologiques. Donc, et mon co-auteur est un doctorant en biologie, qui a un doctorat en biologie, qui est un ancien membre du GIGN, donc quelqu'un de très sérieux. Eh bien, il était beaucoup plus complotiste que moi en parlant de la crise d'Ebola de 2015, où pour lui, c'était une certitude scientifique que le Ebola n'est pas passé du Zaïre à la Guinée, mais est sorti de tests de laboratoires je crois que c'était AstraZeneca, sauf erreur, qui travaillent conjointement avec l'armée des États-Unis. Parce qu'en fait, les armées ne font plus de recherche de guerre bactériologique ou biologique. Ils outsourcent ça sous prétexte de recherche pour des vaccins ou des traitements à l'industrie médicale qui, elle, n'a pas signé de traité d'interdiction de ce genre d'armes, en fait. Et donc, voilà. Alors ensuite, le laborantin sur place, on lui a expliqué qu'il fait des tests pour sauver le monde, grâce à lui, on va vacciner les petits Africains contre les Ebola, etc. Et peut-être que d'ailleurs c'était le cas, et parce qu'il y a eu un accident, ou peut-être qu'on cherche à militariser des virus comme Ebola. En tout cas, le Covid, en lui-même, n'a pas été une arme bactériologique si ça a été volontairement lâché
extrêmement virulente, mais les effets qu'il a permis, notamment dans le contrôle des populations, ont été impressionnants. Et je crois qu'on nous annonce, à partir de septembre, les prochaines vagues qui vont nous revenir par saisonnalité et qui vont permettre de mettre en place un système de contrôle de population. Ça me paraît évident aujourd'hui, de plus en plus. Je n'y croyais pas au début, hein, mais force est de constater, je dois admettre ce que je vois. Alors, justement, à ce propos, dans ton livre, il y a deux choses qui m'ont marqué en le relisant. La première, c'est que tu avais une approche critique de tes solutions. Oui. Ça, j'ai trouvé ça très fort. C'est d'ailleurs pour ça que tu m'as contacté, parce que tu savais que j'étais plutôt collapso-sceptique ou survivalo-sceptique. Oui. Et en fait, tu dis toi-même que le bateau, c'est très bien, mais ça peut ne pas marcher. Attention aux pirates, attention à la technologie, attention à manquer d'eau, attention à manquer de nourriture. La base à la campagne, on en rêve tous, un peu isolé, un peu tranquille, et puis attention aux gens qui vont t'attaquer. Et comme je le disais dans mon roman un peu parodique, La bataille des champs patagoniques, que n'ont pas compris certains lecteurs, oui. Tu peux résister à des méchants qui vont t'attaquer, mais s'il y a des vagues de méchants qui n'arrêtent pas de venir, il y a un moment où tu vas mourir toi-même ou être submergé. Et puis, il y a un moment où des gens vont arriver affamés. Alors là, on a parlé de ces pauvres Ukrainiens qui ont fui leur pays. On est à plus de 4 millions, je crois. Donc là aussi, il est difficile de prêcher un évangile du dur si tu vois une jolie femme avec ses petits-enfants arriver, pleurer à ton portail et demander à entrer. Donc je vois ça que tu as très bien montré dans ton livre que les solutions que tu proposes ne sont hélas ni parfaites ni sûres. Bien sûr. La deuxième chose qui me paraît très intéressante par rapport à tout ce que tu viens de développer, c'est la notion de l'État. Alors, tu viens de dire que l'État n'a cessé de se renforcer. On est dans une perspective tocquevillienne avec le troupeau des moutons résignés et l'État qui se propose de leur ôter la peine de penser et de vivre. C'est un texte que je cite régulièrement dans mon blog et dans mes livres, dans mes recueils. Là, je viens de publier un dernier petit recueil, d'ailleurs, j'en fais un petit peu la pub sur Amazon, c'est mes recueils de textes, hein, qui s'appelle Les moutons, une brève histoire de la stupidité de Panurge à Macron. Et en effet, on note qu'il y a une progression de la stupidité imbécile du troupeau à partir du moment où il y a l'imprimerie, la galaxie Gutenberg, à partir du moment où la presse commence à formater l'opinion. Voltaire s'en moque à la fin de Candide, quand on apprend qu'il y a un derviche qui a été tué, non, qu'il y a un ministre qui a été tué à Istanbul, comme par hasard, à Istanbul, on l'a empalé et on lui demande ce qu'il en pense à un paysan. Et il dit, moi, je ne me préoccupe pas de ce qui s'y passe. Mais Voltaire dit humoristiquement, tout cela faisait beaucoup de bruit pendant quelques heures. Les conséquences de tout cela, c'est le fanatisme idéologique et le fanatisme protestant puritain anglais au XVIIe siècle, le fanatisme français au moment des Lumières et de la Révolution française, et ensuite l'explosion de la violence dans l'histoire européenne au XIXe et au XXe siècle. Maintenant, on est à une forme de violence différente. Comme disait Tocqueville, on est passé du corps à l'âme. On contrôle les esprits. C'est le fameux film Conan, quand Tulsadum explique à Conan que les muscles, c'est sympa, mais que ça vaut rien par rapport à la possibilité de contrôler les esprits. Et tu disais qu'on invite les gens à se suicider. C'est ce que fait Tulsadum. Viens là, ma belle-fille, et la fille se jette et s'écrase, et tout le monde est content, et les autres ne réagissent pas. Là, on est dans cette perspective maintenant, c'est clair. Alors, ce que je voulais dire, c'est il y a effondrement d'un côté, mais de l'autre, il y a renforcement de l'État. Toi, tu avais plutôt une perspective survivaliste libertarienne, indépendantiste, anarchique. Or, malheureusement, on voit que l'État se renforce au fur et à mesure qu'il sème la pénurie et l'effondrement. Que faire dans cette configuration ? Alors, tout d'abord, Conan le barbare de John Milius, 1982, avec James Earl Jones dans le rôle de Tulsadum, évidemment Schwarzenegger dans le rôle de Conan et plein d'autres, est pour moi le meilleur film de tous les temps. Minimaliste, parfaitement joué, une fresque parfaite. Tourné pas loin de chez toi, je crois. Oui, j'habite dans cette région, c'est pas un hasard. J'habite à côté de la plage de Laurence d'Arabie et j'habite à 10 km de la plage Los Esculios où ils ont tourné Conan le barbare. Les fameuses vagues qui se retournent comme ça avec le vent, c'est un vent qui vient du Poniente, de l'ouest, qui est très fort. Et comme la mer vient dans l'autre sens avec ces vagues,
elles font ce retournement magnifique. Et c'est le moment où Conan, comme tu le sais, rencontre Mako, son magicien. Exactement, exactement. Je vois qu'on est fan de ce film. Et donc, c'est vrai que, logiquement, lorsqu'une économie s'effondre, l'État a moins de ressources, il a moins de revenus fiscaux, il a moins de capacité à se financer, mais j'ai peut-être négligé l'aspect relatif, c'est-à-dire que dans une économie qui se contracte, si l'économie baisse de 50% par exemple, ou de 80%, l'État pourrait ne baisser que, lui, de 40 ou de 70%. Et donc, relativement à ce qui reste, c'est-à-dire cette masse de chômeurs affamés sans le sou, eh bien, l'État peut encore lever finalement des armées d'affamés, leur promettre quelques pitances. Le communisme, comme tu le sais, a très et bien oui, contrôlé des populations affamées. Roosevelt a très bien contrôlé une population affamée dans une crise qu'il a laissé durer 10 ans par son incapacité, avant de lancer l'Amérique dans la guerre à la conquête du monde. Donc il n'y a pas antinomie, malheureusement, c'est parce que ça. c'est ce qui ressortait de ton livre, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, parce qu'on voit non seulement qu'il y a un renforcement de l'État américain avec Biden, on voit qu'il y a un renforcement de l'État français avec Macron qui risque d'être réélu, et on voit qu'il y a un renforcement d'une autorité supra-étatique en Europe, avec une gouvernance globale qui est sur l'Europe et qui se propose de nous confisquer nos maisons, de nous confisquer nos libertés, de nous donner le passeport digital, de nous empêcher de voyager, de bouger. Donc on est exactement dans l'inverse de ce qui était prévisible. C'est ça. L'État se renforce sur fond de pauvreté, malheureusement. Exactement. Et c'est sans doute voilà, un manque de cynisme ou de réalisme de ma part il y a une dizaine d'années lorsque j'ai écrit ce premier livre. Je pense que tu as eu un aspect idéaliste. C'est ça. Tu voulais une espèce de film à la John Borman ou à la John Milius avec toute notre jeunesse derrière et on rêvait. Et puis malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut dire aussi qu'on a été rattrapé par les progrès technologiques Oui, parce que ce que tu viens de dire que l'État peut baisser ses dépenses, évidemment, il ne le fait pas en France. Hein, c'est pour ça qu'il laisse monter la dette, mais l'État peut contrôler plus facilement les esprits que jamais. oui. Je veux dire, il n'a pas fallu dépenser beaucoup d'argent pour contrôler l'esprit des gens. Les Alors, gens sont suffisamment bêtes pour ouvrir la télé toute la journée, trembler de peur à l'idée de mourir du virus, se coller un masque, se faire vacciner 3 fois et montrer un code QR pour aller manger une glace. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise, comme dirait mon copain marseillais? j'ai probablement eu dans mes biais cognitifs, comme que nous avons tous, effectivement, cette naïveté, cet idéalisme d'imaginer que déjà les gens réfléchissent bien plus que ce qu'ils ne font et qu'ils sont moins atteints par la propagande omniprésente que je ne le suis, mais à vrai dire, je n'ai pas de télévision. Et donc, je n'ai pas cette intoxication quotidienne omniprésente qu'ont la plupart des gens. Et évidemment, je suis trop vieux. Notre génération n'est pas addict à Internet et au TikTok et autres technologies. Et donc, nous ne sommes pas travaillés au niveau neuronal, vraiment, comme le cite notre ami Lucien Cerise, qui l'explique très bien. Nous n'avons pas encore nos connexions neuronales qui ont été refaites à force de messages et à force de médias. Le médium est le message, mais il est aussi l'instrument avec lequel on modifie. Je pense que ceux qui, au début du siècle dernier, lisaient beaucoup de livres en 1900, 1910, avaient un esprit câblé d'une certaine manière qui les rendait capables d'avoir une culture incroyable et très vaste et une capacité de raisonnement qui était très différente que notre génération élevée à la télévision, qui nous a câblés d'une autre manière, et la plus jeune génération aujourd'hui a été câblée d'une autre manière encore avec ces réseaux et ces téléphones. Et je le constate par exemple chez les plus jeunes, y compris mes enfants, dès le moment où ils ont accès à des téléphones portables, leur capacité d'attention et de concentration baisse dramatiquement et très rapidement, d'où la confiscation de ces outils fréquents chez moi. Et donc, ce nouveau câblage les rend probablement incapables d'avoir des analyses à long terme et donc d'oublier encore plus que d'habitude les méfaits de nos chères élites et politiciens et leurs casseroles dont les gens s'en fichent. Mais il y a un autre élément qui est peut-être
encore plus explicatif, c'est que un junkie, un drogué, ne va jamais se soulever ou dénoncer ou faire du mal à son dealer, quand bien même celui-ci serait de manière évidente criminel, horrible, que sais-je. Et une grande partie de la population aujourd'hui dépend de l'État. Elle en dépend à plusieurs degrés par rapport à sa survie même, pour certains. Les gens qui sont RSA, les gens qui touchent des allocations d'une manière ou d'une autre. Et les retraites. Et les retraites. Donc les retraités sont les plus fiefés et les plus zélés serviteurs du Covid, comme tu le sais. Qui se révolterait, ne serait-ce qu'en pensée ou en parole, face à cette dissonance cognitive évidente qui est celle de on ne se révolte pas contre la main qui vous nourrit, contre la main qui vous cajole, contre la main qui pourrait même vous faire du mal si vous faites autre chose qu'être de travers. Et donc, vous vous auto-convainquez, ça se dit en français, vous programmez tout seul à obéir, quoi qu'il arrive, 3 piqûres, 4 piqûres, 50 piqûres, jusqu'à ce que mort s'en suive s'il le faut. Parce que vous êtes dépendant comme un bébé est dépendant de sa mère et du lait maternel. C'est amusant ce que tu dis parce que moi, j'en reviens toujours à l'Antiquité. Ma formation, c'est le grec et le latin. Et ce que tu viens de décrire, c'est la plèbe romaine. Elle est complètement assistée par l'État et elle va s'occuper de ce qui se passe au cirque. Sénèque s'en plaint. J'ai écrit un livre sur Sénèque pour rappeler tout ça. Et chez les Grecs aussi, il y a quelque chose d'important, c'est les caractères de Théophraste qui ont inspiré les caractères de La Bruyère. Et il parle d'un diseur de rien. Et c'est quasiment le même mot que adolescent. Je crois en grec, c'est adoleskens, quelque chose comme ça. C'est assez bizarre. Et donc, en fait, il parle du crétin. Le crétin va sur le forum ou va sur l'agora, comme font tous les gens aujourd'hui sur Internet. Moi, je ne vais jamais discuter sur les forums et sur les agoras. Je fais le minimum d'Internet parce que c'est dangereux. Bon, c'est utile pour voir des films, on est bien d'accord. C'est utile pour voir des films que tu ne peux pas te procurer, que tu n'as pas les moyens de t'acheter, parce que je ne vais pas acheter un film à 60 €. Et le Théophraste explique que le gars répète qu'il y a trop d'étrangers en ville, que la récolte n'est pas très bonne, que les choses ne vont pas si bien et que tout allait mieux avant. Et alors, ça m'a fait écrire un texte dont j'ai parlé plusieurs fois au cours de nos 2 précédentes émissions, de Platon à CNN. Et en effet, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la communication rend con. Plus tu communiques, plus tu échanges, plus ça devient des banalités. Après, il y a ce que dit mon jésuite préféré, qui n'est certainement pas Bergoglio, mais Balthazar Gracian. Balthazar Gracian dit « l'uso libre envilece todo », c'est-à-dire l'usage libre des choses, y compris d'ailleurs sous la forme de la société de consommation, mais y compris également sous la forme de l'information, nous avilit. Et je crois que c'est très vrai. Et c'est pour ça que la démocratie, notamment occidentale, est une fabrique de crétins. Ma femme a été élevée dans une société totalitaire, c'est pour ça qu'elle a autant de qualité, parce que c'était une société où les gens sont habitués à fermer leur gueule. Toi, tu vis dans la montagne en Suisse, on a tous adoré le grand-père de la petite fille à la montagne parce qu'il parle peu et qu'il sait tout faire. Il sait s'occuper de son troupeau, il sait réparer sa maison, il sait faire chauffer, il sait faire la cuisine, il est autonome. S'il se blesse, il sait faire quelque chose, c'est quelqu'un qui est autonome, mais c'est quelqu'un qui parle peu. Et notre société d'imbéciles, c'est que de la communication avec une incapacité à savoir faire quelque chose manuellement. Je dis cela alors que moi aussi, je suis une caricature de ça. Hein. Toi, sans doute pas, parce que tu t'es bien préparé, mais moi, je suis comme ça. Ma femme, par contre, parle peu et elle est très habile de ses mains. Comme dit, d'ailleurs, c'est la première qualité d'une femme, hein, dit Homère. Il parle de Pénélope aux doigts habiles, aux mains habiles. C'est extrêmement important, ça. Donc, on a créé une société de crétins par la communication et depuis qu'on a créé des réseaux sociaux, mais les gens ne font plus que ça. Tu as dit tout à l'heure très justement qu'il y a beaucoup de gens qui vivent de l'État. Mais ce n'est pas beaucoup, c'est la majorité. C'est 70% et les 30% restants qui sont des gens d'ailleurs de travailleurs indépendants, Klaus Schwab veut les éliminer et le Grand Recette veut les éliminer. Ils ne veulent garder que la plèbe qui regarde la télé, qui est dans les réseaux sociaux et qui est incapable de s'en sortir humainement, manuellement et intellectuellement, même dans un univers concret. Elle n'est capable que de discuter comme le grec dégénéré dont parle Démosthène au IVe siècle et qui se laissera envahir son pays par Philippe de Macédoine, ou comme le romain dégénéré dont parle Juvénal dans les fameuses satires.
Tout cela me paraît une évidence. Et en effet, à ce moment-là, on a un État qui n'est plus capable de guerre de conquête, on l'a vu avec les États-Unis, qui n'est plus capable d'être très efficace, mais il est omniprésent, il est très riche, il est très endetté, il corrompt les monnaies, c'est-à-dire que le sesterce dans l'Empire romain ne contient plus d'or et puis il y en a de moins en moins, et puis c'est pas grave. Il y a une inflation prodigieuse, mais la plèbe, comme tu disais tout à l'heure, n'est plus à même de réagir parce qu'elle est habituée à être traitée comme un troupeau et qu'elle est habituée à être entretenue. Je lisais l'autre jour qu'en Angleterre, plus de la moitié des gens vivent de l'État. En France, on m'a parlé de 17 millions et demi de retraités, peut-être même de 21 millions. Ce sont eux les suppôts de Satan, puisque ce sont eux les suppositoires de Macron. Donc, ils le rééliront, mais 10 fois, tant qu'il peut leur garantir leur retraite. Et ils se moquent de la guerre, du vaccin, et même des pénuries, finalement. Et même des pénuries, puisque du moment qu'il n'y a pas pénurie de BFM, ils seront contents. C'est ça. Alors, logiquement, plus une économie est étatisée, moins elle va bien et plus elle s'effondre facilement. Nous ne sommes pas encore tout à fait au moment où nous pouvons robotiser la production dans le monde. Et quand bien même produire par des robots coûte cher en ressources, pour nourrir et divertir des milliards de personnes, du point de vue des élites, ça va vite devenir en fait inutile. Pourquoi, à partir du moment où on robotise une économie, produire pour 8 milliards de personnes, à partir du moment où on pourrait très bien limiter et durer plus longtemps en utilisant cette robotique pour quelques centaines de millions, et puis c'est tout, et puis quelques domestiques. Donc, c'est vrai que c'est là où le paradoxe, c'est que si nous ne nous effondrons pas de manière extrêmement brutale très vite, on est très très mal. Parce que ni toi ni moi faisons partie des élites. Et donc, nous avons, je veux dire, si on tient le coup jusqu'au moment où on a des robots tueurs à la Terminator, qu'on va lâcher sur ceux qui ne sont pas encore morts de faim, là, ça va être assez, ça va être coton. Là, ça va être difficile. C'est amusant ce que tu as dit parce que tu parles des robots et tout à l'heure tu as parlé de l'aéroport de Denver qui est connu pour toute sa thématique Illuminati. Et d'ailleurs, ils sont amusants parce qu'ils se moquent des complotistes qui dénoncent la thématique Illuminati de leur peinture rupestre. C'est assez plaisant. Ce que je voulais dire, c'est que l'aéroport, on se souvient d'ailleurs du film de Spielberg, est assez important comme lieu de la mondialisation, lieu de gestion des flux, lieu de conditionnement des gens. Moi, je me souviens d'ailleurs que quand je sortais d'un aéroport, parce que ça fait 3 ans que je n'ai plus pris l'avion, je pense que je ne le prendrai plus, je suis malade pendant plusieurs jours, ou je suis bizarre pendant plusieurs jours. Ah tiens. Ça ne me réussit pas ce qu'ils mettent dans l'air, dans les aéroports. Ou la nourriture. Oui, et donc aujourd'hui, je viens de lire Infowars, que je lis très peu parce qu'il est trop catastrophiste et il me déprime, le vieux là. Alors pour te déprimer. Mais alors, il parlait de robots, figure-toi, dans l'aéroport, non pas de Denver, mais de Dallas. Dallas, ton univers impitoyable, sur lequel j'avais écrit un texte, puisque ça se trouve sur le 33e parallèle. Et j'avais fait un texte qui expliquait que le 33e parallèle de la Californie, en passant par Dallas, en passant par Charleston, qui est la capitale mondiale de la franc-maçonnerie, enfin qui était une des capitales mondiales de la franc-maçonnerie, en passant par les déserts nucléaires en Arizona et tout, jusque évidemment ensuite Benghazi avec le pauvre Kadhafi ou jusque le Moyen-Orient, le 33e parallèle joue un rôle extrêmement important pour les gens qui nous dirigent. Ça se sait pas à un niveau basique, mais ça se sait à un niveau quand tu réfléchis ou quand tu observes les cartes. Et puis ensuite, on paye des journalistes pour dénoncer les complotistes. Ça se limite à ça. Mais bref, donc Alex Jones a expliqué que les robots sont maintenant utilisés pour contrôler les gens. Et on est toujours en train de nous parler de ces Américains qui, notamment au Texas, seraient des rebelles ou seraient des républicains qui luttent contre les démocrates, blabla. On voit qu'ils sont parfaitement résignés, parfaitement moutonniers, et qu'ils obéissent aux robots qui organisent le flux des gens dans l'aéroport. Alors, on en a parlé avec Bologne, qui est la ville de Umberto Eco, dont je parlais récemment avec mon ami Jean-Jacques Hano, qui était quand même aussi un cinéaste de la survie. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé faire un livre sur lui. 7 ans au Tibet, c'est un film sur la survie. L'ours, c'est un film sur la survie. Beaucoup de ces films, notamment évidemment La Guerre du Feu, sont des films sur la survie. C'est pour ça que je m'étais intéressé à Jean-Jacques, et ce, dès le début des années 80. Et donc, on a cette inquiétante perspective
en effet, les robots qui vont devenir de plus en plus menaçants si le système ne s'écroule pas, comme tu le dis. Je ne sais pas si j'ai déjà utilisé au cours d'une de nos émissions cette image du syndrome sibérien. Quelqu'un tombe à l'eau, il fait moins 40 degrés, l'eau est à 2 degrés. S'il reste dans l'eau, il meurt au bout d'une minute ou 2 minutes. S'il veut sortir, il est instantanément congelé. Voilà. C'est ça. Alors, il faudrait que les Russes se déchaînent et lancent une bombe sur Londres ou sur Berlin, mais comme tu le sais, les élites ne se disputent pas entre elles. Bon. Elles laissent le Après, menu peuple, le menu fretin en baver beaucoup plus. l'histoire C'est un montre, autre problème. alors les choses ne sont pas comparables, mais l'histoire montre aussi qu'il y a pas mal de civilisations qui, lorsqu'elles se sont effondrées, ont emporté leurs élites aussi bien que leur population, Oui, à part oui. des gens qui étaient vraiment à la marge. Et finalement, c'est souvent les marges qui reconstituent les populations. Ce sont les nomades en désert, les nomades en périphérie, qui, une fois que le centre disparaît ou subit de plein choc le coup de fouet, eh bien, ce sont ces périphéries qui reviennent. Même à Rome, au fond, c'est la périphérie arabe qui repeuple petit à petit l'Afrique du Nord. C'est la périphérie germanique et nordique qui descend petit à petit pour repeupler par vagues successives. Oui, mais c'était des gens qui ne vivaient pas avec des besoins en énergie, en technologie comme nous. C'est ça le problème. C'est ça, parce que moi, je ne pourrais très difficilement me considérer comme étant en périphérie, en sachant que j'ai plusieurs voitures. Alors, j'en ai pas forcément besoin, mais ce sont des luxes auxquels et tout luxe est perfide parce qu'il nous habitue à l'avoir et il nous habitue à des modes de vie. Et on a ce magnifique outil qui est la connexion Internet. Et certes, j'ai un potager, une source d'eau, etc. ici, mais ce qui me rassure. C'est toi qui t'en occupes de ton potager? Oui, oui, oui. Et physiquement, tu tiens le coup, ça te fatigue pas trop, ça t'use pas trop les reins? Parce que ça, c'est important. Hein. Non, mais il faut y penser. Donc, j'ai fait, Hein? il y a une dizaine d'années, j'ai fait monter des murets, ce qui me permet de travailler en bas du mur sur la partie élevée du Oui, mur. c'est une bonne idée, ça. Donc voilà, j'ai fait des terrassements un petit peu sur le. J'avais pas assez il n'y a pas assez de Vietnamiens dans la région pour faire des terrassements multiples, mais c'est déjà pas mal. Pour ceux Ça qui m'a ne toujours savent pas, amusé, ça, puisque tu parlais des murets, ça me fait penser, le mot espagnol, c'est Los Andes. Donc, c'est notre chaîne des Andes. Et donc, évidemment, on pense au Machu Picchu, qui apparemment était un centre spirituel et en même temps une cité de survie. Et on se dit, mais pourquoi ils ont abandonné un site aussi merveilleux? En plus, qui était facilement défendable. oui, Ils auraient du mal, les Espagnols. Hein. C'est très mystérieux. Hein. Quel dommage. Quel dommage. peut-être qu'ils se sont battus entre eux et que Ouais. ou qu'il y a des raisons mystiques qu'on ignore. Tu sais, c'est jamais l'Empire aztèque n'aurait dû euh, perdre face aux 500 Espagnols qui ont débarqué. Ouais. Et parfois, il y a des bizarreries dans l'histoire. Et justement, on peut avoir cet espoir, par exemple, que étant loin du centre, c'est-à-dire que les États qui veulent contrôler la population, même dans une perspective d'effondrement très dur, vont en théorie avoir tellement à faire avec une criminalité très forte de leur centre, de leur ville. On le voit aujourd'hui aux États-Unis avec cette crise depuis 2 ans. La criminalité a explosé et de partir dans des situations incontrôlables. Alors, on pourrait nous dire, ce sont des pauvres qui s'entretuent, les élites, elles sont quand même Non, derrière. parce qu'il y a un syndrome Robin des Bois, tu as vu, dont a parlé notre ami Snyder, qui Oui, parle on attaque les riches maintenant. eh ben oui. C'est- Donc, c'est- ce qui me on ne donne va pas dire que c'est espoir, bien fait pour eux, mais disons, il fallait s'y attendre. Il ce qui fallait me s'y donne attendre. espoir, c'est que même les plans de ces élites peuvent complètement foirer. Parce qu'il y a un élément Oui, qui bien est sûr, bien sûr. rarement maîtrisable. D'ailleurs, si les plans des élites avaient toujours fonctionné, l'Union soviétique, elle aurait prospéré, elle aurait tenu, parce que leur contrôle était important. Et pourtant, par la corruption, la gabegie, l'incurie, finalement l'inefficacité de tout, c'est ce que décrit très bien, je crois que tu en parlais dans un de tes billets, Václav Havel dans son livre, dans son petit livre sur comment résister je l'ai là, mais je me souviens plus du titre, comment résister à la tyrannie en fait.
avec un humour très, très particulier qui est très tchèque et qui est très appréciable d'ailleurs, on peut casser le système de l'intérieur petit à petit. Mais il n'y avait pas, c'est vrai, dans les années 70, dans la Tchécoslovaquie des années 70, il n'y avait pas la technologie qui est aujourd'hui, qui rentre dans nos esprits et nos cerveaux. Les défis sont plus grands, mais moi j'ai espoir qu'on s'effondre avant que la mainmise technologique soit totale, et surtout que les États soient tellement occupés avec l'explosion de leur centre urbain que finalement ils n'auront jamais les ressources ni même le temps d'aller venir s'occuper des ruraux. Alors aujourd'hui, ils le font en mettant des migrants un peu partout dans les petits villages. C'est en train de grandir. Mais bon, ça, on peut gérer. En revanche, le jour où ils t'envoient l'armée, là, tu ne gères plus parce que ça devient compliqué. Et même la guérilla, qui est une option, c'est vrai qu'avec des drones, avec des systèmes de vision… Ça devient dur, hein. Ça devient dur avec les drones, hein. C'est autre chose que 1943. Ouais, donc on est dans une situation où il faut tenir, il faut garder une forme d'espoir. Oui. Alors justement, tu en as parlé dans ton livre. Je voulais terminer, puisque ça fait bientôt 1 heure, sur 3 thèmes importants que j'ai trouvés dans ton livre. Le premier, c'est, par exemple, tu parles de l'eau. Alors, comment faire de l'eau, avoir de l'eau. Et moi, j'ai envie de dire, mais combien de temps ça peut durer, cette histoire? Combien de temps tu peux t'assurer de l'eau, une source d'eau? Tu ne sais pas, en fait. Tu ne le sais pas. Ça dépend de qui de la chance. On te dit stocker de la nourriture. Alors, tu peux stocker pendant 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans. Mais si ça continue, il y a un moment où ça se terminera très mal. C'est pour ça qu'il faut différencier en fait l'aspect autonomie, qui implique un renouvellement par soi-même, par sa propre production finalement de ses stocks, ou par l'échange, parce qu'évidemment on ne peut pas demander à tout le monde d'être totalement autonome, mais le cordonnier aura meilleur temps de faire ses chaussures, les vendre et se faire payer en nourriture par ses voisins qui, eux, ont pour l'un un élevage de moutons, pour l'autre un maraîchage, etc. On n'oublie pas qu'on n'est pas tout seul, on est dans des communautés, et c'est pour ça que le village est une rejointe des villages. Personnellement, j'aime bien la montagne pour des raisons personnelles. J'aime bien l'altitude, j'aime bien l'air frais, mais aussi parce qu'on est on est vraiment loin physiquement et matériellement des villes. Il faut monter. Les gens des villes ne sont pas habitués à monter dans les montagnes. En revanche, je ne suis pas tout seul. On est un village de 500, 600 personnes. Tout le monde est ça c'est bien. J'en connais un en Espagne qui s'appelle Trévélez. C'est un village qui est situé à 2000 mètres d'altitude. Malheureusement, je n'ai pas acheté de maison là-haut. C'est un village où tout le monde connaît tout le monde, qui peut se fermer au monde extérieur et où tu peux survivre parce que tu as beaucoup d'eau qui débarque de la montagne. D'ailleurs, je crois que la facture d'eau est gratuite. Tu ne payes rien. Et le reste, tu as du bois et il y a pas mal de troupeaux. C'est la capitale du jambon aussi, c'est bien. De l'Andalousie. Je repensais aussi, puisqu'on aime les mêmes films, au film avec Omar Sharif qui s'appelle La Vallée. Oui. C'est pendant la guerre de 30 ans et ils essayent de survivre dans leur vallée. Comme tu le sais, la guerre de 30 ans a coûté la vie aux 3/4 des Allemands. Hein. Ça a été une dépopulation de l'Allemagne absolument catastrophique, comme la guerre de 100 ans pour la France. Je relisais Michelet et les horreurs du XIVe siècle, la peste et tout. Donc on a déjà connu des effondrements de systèmes semi-complexes qui étaient ceux du Moyen-Âge ou des temps modernes avec des déperditions. Là, ça fait 2 siècles que grâce à l'énergie fossile, la population a accru son confort tout en multipliant son nombre d'une manière démentielle, comme le disait le cinéaste Buñuel, qui a vu le Mexique se détruire. Je fais juste une parenthèse. J'aime beaucoup le cinéma mexicain de Luis Buñuel. Et en fait, on voit que c'était un pays très confortable dans les années 50, le Mexique. Oui. Complètement espagnol, confortable, avec un train de vie comme en Espagne et sans doute des traits un peu indiens, un peu latinos, plus sympathiques que l'Espagne. Et puis d'un coup, ça s'est tiers-mondisé totalement, c'est-à-dire que la notion de tiers-monde est arrivée brutalement à partir des années 50 un peu partout pour des questions, on l'a dit 25 fois, mais il faut mieux le répéter, d'explosion démographique.
Là, on arrive au bout du rouleau, mais enfin, comme on sait, il y a 1 milliard d'Africains qui ne demandent qu'à quitter l'Afrique si ça se passe trop mal là-bas, si le blé russe ou le blé ukrainien n'arrive pas pour les nourrir l'année prochaine, etc. Mais bref, le système est extrêmement dur. Et alors, il y avait un dernier élément que je voulais voir, puisqu'on a vu que ces histoires de nourriture et d'eau seront complexes à résoudre, mais il y a le problème spirituel. On a envie de dire, quand on lit ton livre, survivre, pourquoi faire? Si c'est pour vivre très mal. Oui, si c'est pour vivre très mal, pour souffrir et pour vivre dans la peur. Et puis, tu as une petite demi-page que tu aurais pu, à la regard, mais ça c'est mon tempérament, hein, plutôt tourné vers tout ce qui est spirituel, ésotérisme, où tu dis, sans doute les grandes religions vont s'effondrer, ça paraît évident, le christianisme ne demande que ça avec ce pape, Oui. donc il n'y a pas de problème, et on peut arriver à des renaissances spirituelles locales, avec des fêtes folkloriques locales, avec quelque chose d'extrêmement fort. Tu parlais de ton village, en effet, les fêtes du village, d'ailleurs même ici en Espagne, il y a encore cette force du Oui. pueblo, avec des gens qui se connaissent, même s'il y a beaucoup d'agrégats comme moi ou ma femme qui arrivent de l'extérieur, il y a quand même tout le monde qui porte son carreau pour la Semaine Sainte, y compris les femmes, et tout le monde se connaît depuis l'école, et tout le monde quand même observe une certaine solidarité. Ça, par contre, je ne le vois pas du tout en France, hein. C'est d'ailleurs pour ça que la France m'a toujours fait peur. La Suisse, avec sa culture des cantons et sa culture Guillaume Tell, Oui. aussi est capable tout à fait enfin, hors des grandes villes, c'est toujours pareil, parce que les grandes villes suisses ne sont plus suisses, comme tu le sais, plus du tout. Donc, elle est encore capable de survivre là-dessus. Après, il faudra savoir si ces villages pourront résister à la pression des populations en pleine débandade des villes ou pas. Ça, c'est un autre problème. C'est vrai que c'est tout à fait vrai que je n'ai pas voulu trop parler de spiritualité parce que d'abord c'est souvent intime et puis chacun voit midi à sa porte Ouais. dans ce genre de truc. J'aurais eu des chrétiens qui me disent pourquoi tu pousses pas le Oui, 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 christianisme. oui. Oh là là, oh là là. Et donc, en revanche, et j'ai découvert après avoir lu mon livre que Michel Maffesoli a utilisé, a même fait un livre avec exactement les mêmes mots que j'ai utilisés dans le mien, c'est-à-dire le réenchantement du monde. Oui, Il a oui. utilisé cette phrase, voilà, sans le connaître. Et, c'est probable que voilà, on va réenchanter avec toutes sortes de petites variantes locales en fonction voilà, Ce qui me rassure pas trop dans cette histoire de réenchantement du monde, on va voir de puisque tout. tu parles de Maffesoli, je crois que la notion vient de Max Weber, elle a plus de Ah, 100 ans. Mais d'accord. c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, Chesterton ou Léon Bloy, qui sont 2 auteurs chrétiens que j'aime beaucoup, comme tu le sais, parlaient aussi de ce retour au Moyen Âge, de ce réenracinement. Et il y a eu une école britannique, hein, anti-industrielle, qui a été menée par l'écrivain William Morris, à la fin du 19e, au début du 20e, pour réenchanter le monde à partir de valeurs médiévales. Ils étaient d'ailleurs liés aux pré-raphaélites. Oui, Et William Morris a beaucoup inspiré, comme on le sait, Tolkien. oui. Alors, on ne peut pas dire que pour l'instant, on soit dans un monde réenchanté. Je veux dire, ça fait 120 ans qu'on nous en parle, mais on n'a rien réenchanté du tout comme d'habitude. Maintenant, évidemment, dans le cadre d'une possible survie villageoise, en effet, il faut penser à cette notion et arriver à recréer au sens religieux, c'est-à-dire religarer, relier les gens, à créer un sentiment de fête et d'appartenance commune avec des origines communes qui permet de faire en sorte que les gens résistent à la pression d'un monde en destruction. Ça, c'est clair. On en discutait aujourd'hui à midi au repas de Pâques, parce qu'on fête quand même la fête au village. Et ce réenchantement du monde était évoqué par l'aspect bigot et fanatique des religions laïques d'aujourd'hui, qui finalement se métastasent dans toutes sortes Oui. de croyances, le scientisme, le covidisme, le féminisme, on en a toute une liste. Oui, 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 c'est marrant. Plus ils Et, sont laïcs, plus ils sont fous. Plus ils sont et on laïcs, se plus ils dit sont que fous. ce réenchantement du monde, ce réenchantement du monde risque aussi de passer par un retour à la chasse aux sorcières avec les bûchers et on parlait aujourd'hui avec quelqu'un, d'un YouTuber qui, qui lui souhaitait, bon, on s'en fout de qui c'est, de son influence, mais enfin c'est intéressant que lui c'était que les gens non vaccinés soient pris de force dans des camions, emmenés dans des camps et vaccinés de force, Oui, etc. à la chinoise. Hein. Ouais, c'est intéressant. Donc, le réenchantement peut aussi nous amener à des bigoteries fanatiques assez pittoresques.
Non, non, mais ce qu'on a appelé réenchantement il y a 5 minutes, restons-en là. Oui, On est dans l'effondrement, on est avec des groupes. Que faire pour garder voilà. une âme Alors, commune? je voudrais juste ajouter un point qui est en fait le point le plus important et sur lequel on pourrait parler des heures, mais je vais le faire en 2 minutes, c'est que comme tu l'as vu, peut-être les 2 tiers de mon livre sont sur des solutions, sur des Oui, solutions qui sont en fait pratiques, parce que changer le monde par la politique, on a vu que ça non, nous amène non. à avoir des 1%, 3% aux élections. Vouloir se changer soi-même, en revanche, ça c'est au moins Oui, une chose que l'on peut oui, maîtriser. Et puis subvenir par son travail au maximum, peut-être c'est pas possible de faire à 100%, mais en partie à ses besoins et à ceux de sa famille et à ceux de ses amis, en s'intégrant dans une sorte de clan, de tribu, oui, c'est très de bien. groupe avec lequel on peut se sentir à l'aise et donc subvenir à ses besoins ses besoins physiologiques, l'eau, la nourriture, l'hygiène, la Mm. santé, le, et puis ensuite un peu le luxe, l'énergie pour se chauffer l'hiver et avoir de l'eau chaude et peut-être euh, voilà, avoir un petit peu de possibilité d'avoir un peu de luxe, de technologie malgré tout. Les connaissances, il y a tout un aspect sur les connaissances, le lien social et puis la défense. Parce qu'encore une fois, on en discutait avec nos voisins ici en Suisse, si on doit avoir des hordes de villages, de citadins qui montent à pied ou en véhicule dans ces vallées, nous savons tous, nous sommes tous entraînés par l'armée, nous avons tous appris et nous pouvons le transmettre à nos enfants, des techniques qui font qu'une dizaine de personnes peuvent fermer une vallée à des milliers de personnes. C'est la puissance de feu moderne. Alors évidemment, face à une armée, ce serait très compliqué, mais face à des petits brigands ou des populations mal armées, mal équipées, mal nourries, euh, en tout cas pour la Suisse et pour les vallées que nous avons ici, il n'y a pas photo, le match serait à sens unique. Vraiment, hein, ce serait un massacre. Alors ensuite, ça amène la question, est-ce que nous sommes psychologiquement Oui, prêts oui, ça, j'y crois pas. euh, Les gens craqueront ou auront un réflexe de charité et puis ils se laisseront submerger. Ou alors simplement, ça ne se passera pas dans cette version cinématographique, au non. mauvais sens du terme. C'est-à-dire que peu à peu, beaucoup de gens quitteront les villes et viendront envahir partout, comme ils ont fait, comme ils ont imposé avec les migrants, on en parlait tout à l'heure. Donc, ils peuvent en effet véroler toute la spiritualité des campagnes et toute la présence démographique des campagnes. Nous verrons bien. En tout cas, j'encourage l'élevage de cochons. Ça Ah peut oui, se... oui. Oui, le cochon, d'ailleurs, Trévélez, c'est la capitale du jambon, je te disais. C'est Oui. Non, le le cochon, pueblo andalou qui est le approche plus de haut tout. C'est d'Espagne, bon. 1600 mètres, et qui est vraiment le modèle pour, non pas le survivalisme, mais disons l'homme un peu en marge dans cette société basée sur le totalitarisme. On a vu, tu as parlé de Maffezoli. Maffezoli m'a fait découvrir un livre passionnant que je recommande qui s'appelle La bureaucratie céleste. Mhm. Et c'est d'un Hongrois, Balázs. Et Balázs a écrit sur cette tradition chinoise de l'eunuque, bureaucrate, totalitaire, qui empêche les gens de vivre à toutes les époques de l'histoire de Chine, malheureusement pour les Chinois. Oui, Là, on le voit en ce moment que Shanghai, c'est caricatural. Et à toutes les époques, ils ont des bureaucrates. D'ailleurs, on a cette notion LGBTQ aujourd'hui qui se développe en même temps qu'on a cette bureaucratie folle qui s'est élevée aux États-Unis comme en Europe occidentale avec Bruxelles et les Yens. Et ces gens-là veulent tout contrôler, chaque détail de la vie, y compris, explique Balázs, la manière de s'habiller. Et par contre, de temps en temps, ça peut se désintégrer, oui, l'harmonie céleste. On verra si c'est possiblement le cas pour nous, parce ouais, qu'en ce moment, quand même, il court plusieurs chevaux à la fois. Et c'est un peu oui, fatigant de vouloir à la fois faire la guerre à la Russie, soumettre l'Afrique, soumettre la Chine, écraser le Maghreb, écraser les populations européennes, vacciner, parquer, priver des maisons. Tout cela, c'est un peu trop. Il y a peut-être une trop grande gourmandise bureaucratique qui va précipiter leur effondrement. En tout cas, on peut toucher du bois et souhaiter qu'il en soit ainsi. c'est souvent le cas d'ailleurs même dans les grandes multinationales. Pour y avoir travaillé, j'ai pu Oui, voir à quel point justement encore une fois, ce principe de Peter où tout le monde monte jusqu'à son niveau d'incompétence, corollaire, tout le monde est incompétent. Et donc, entre les petites mesquineries humaines que l'on retrouve, les jalousies, les luttes pour le pouvoir, etc., qui sont très qui sont créatrices d'inefficacité,
et la pure bêtise et l'incompétence, on n'a qu'à voir ces fameux porte-paroles des élites qui sont les élus, qui sont, enfin, que sont les politiciens, etc. Et on voit physiquement leur incompétence et leur incapacité à, je veux dire, si tu prends les 5 ou 6 derniers présidents ou premiers ministres français dans une entreprise, ils seraient gardiens ou réceptionnistes au mieux. Franchement, s'ils avaient dû travailler dans leur vie pour monter ils n'auraient pas eu le niveau. Et donc, ces gens-là vont être, à mon avis, et c'est l'espoir que j'ai, c'est que cette incompétence va précipiter l'effondrement avant. Oui, alors ça, en effet, en France, je vois difficilement quand même la dictature se renforcer dans quelques semaines ou dans quelques mois. Ce matin, j'ai mis sur mon blog la photo de Macron à Marseille. Il a fait un meeting hier. Je crois qu'ils étaient quelques dizaines de spectateurs. Donc, la photo a été peut-être prise un peu avant, pas pendant le discours, mais enfin, il y avait vraiment pas lourd. On a connu des hommes politiques qui faisaient des discours devant 60 000 personnes. Là, on a vu ce qui s'est passé à la Défense, ils étaient 10 000. Ces gens-là ne sont pas très populaires quand même, hein. Et les gens ne se battront pas et ne mourront pas pour eux. Comme disait Staline, ce qui compte, c'est ce qui compte les voix, de toute façon. Oui. Ah non, mais ça, il peut être élu parce qu'il y a la machine à voter dont a parlé Christine de Viejoncourt. Mais le système est quand même fragile. Je veux dire, ils ne sont pas très populaires. Alors, il y a peut-être les nonagénaires génocidaires, comme je dis toujours, qui, en regardant BFM, trembleront de perdre leur retraite si Macron n'est pas réélu. Mais le reste ne suivra pas. Le reste ne suivra pas. On est quand même dans une société, comme disait Guy Debord, qui a atteint un stade de perfection fragile. Voilà, je pense qu'on a assez bien fait le tour de la question. Je suis content d'avoir posé ces questions. On va couper l'émission et parler 2 secondes de plus. Et puis voilà. Hors antenne, comme ils disent. Alors, il faut bien couper parce qu'après, c'est toujours très dangereux. Oui, c'est certain. Alors,